À 2400 km à l'est de Guam et à 1600 km au sud-ouest de Midway se trouve un banc de sable de 6,5 km² perdu au milieu du Pacifique. Son nom, Wake, un misérable atoll qui allait bientôt devenir célèbre de par la résistance d'une poignée d'hommes. Ce point sur la carte est loin d'être une île déserte. 1200 civils habitent Wake, eux-mêmes défendus par 399 Marines du 1er bataillon de défense commandé par le major James E. Devereux. À leur disposition, les Marines disposaient d'un arsenal assez conséquent pour leur défense. En leur possession, ils avaient 18 mitrailleuses de 12,7, 30 mitrailleuses légères, et en armes lourdes, ils disposaient de 6 canons de 127 mm et de 12 pièces de DCA de 76 mm. Mais ce qui faisait l'importance de l'île, c'était son aérodrome permettant aux avions de couvrir la route de Guam à Midway. Y était basée l'escadrille VMF 211, dotée de 12 chasseurs F-4 Wildcat, servis par 50 pilotes, commandés par le major Paul E. Putman. Pour sa géographie, l'île de 6 km² formait une pointe orientée vers le sud-est, avec, à ses branches, 2 îles. Le lagon interne était défendu naturellement par des récifs, pendant que l'aérodrome était placé sur le long de la branche sud. Les Marines devaient défendre l'extérieur de la flèche au travers de positions de tir reliées par des réseaux de tranchées. En ce 8 décembre 1941, les Américains, informés de l'attaque de Pearl Harbor, arment les batteries de DCA et les canons, et font décoller pour une patrouille 4 Wildcat vers le nord-ouest. À midi, les appareils sont perdus dans les nuages, ce qui leur fait manquer de peu 36 bombardiers marqués d'un cercle rouge se dirigeant vers Wake. Sur l'île, la surprise est totale. En quelques instants, les bombes japonaises anéantissent 8 des 12 chasseurs américains, ainsi que plusieurs hangars et des stocks d'essence. Le lendemain, 16 Nils japonais espèrent réitérer l'expérience, mais cette fois-ci, les Américains les accueillent avec leur patrouille de chasseurs. 2 assaillants sont abattus et une dizaine d'autres appareils sont endommagés. Mais tous ces raids avaient causé des pertes. Il ne restait plus qu'à Putman 4 avions pour défendre l'île. Après une journée de repos, le 11 décembre, la première lueur du jour laissa apparaître 11 bâtiments japonais. Un convoi composé d'un croiseur léger, le Yubari, 6 destroyers, 2 patrouilleurs et 2 cargos transportant 560 fusiliers marins. Pendant que les cargos s'arrêtaient à 8 km, le croiseur et les destroyers poursuivirent leur approche pour ouvrir le feu à 5h30. Au bout de plusieurs passages, le contre-amiral Sadamichi Kajioka, commandant de la flotte, était persuadé que les défenses de l'île étaient anéanties. Sur Wake, pendant le bombardement, tout le monde protestait pour que l'on riposte. Mais le major Devereux, en charge des canons de 127 mm, observe l'approche japonaise depuis un abri proche de Peacock Point, au sud de l'île principale. Il attend que les navires soient assez proches. Il est 6h10, et les navires ne sont plus qu'à 4500 mètres. Le major donne l'ordre d'ouvrir le feu. La première salve fut trop longue. La seconde encadra les bâtiments. Le Hayat, maintenant à 3 km, fut alors touché par les obus américains. Touchant la soute à munitions, le navire explosa. Les bâtiments lâchèrent un rideau de fumée pour échapper aux obus américains. Une fois dispersés, il n'y avait plus un navire à l'horizon. 5 minutes après l'engagement, voilà que les 4 avions de Putman étaient dans les airs, sans aucun adversaire en vue. Les Wildcats avaient le champ libre pour mitrailler les bateaux japonais. N'effectuant qu'un passage à 7h42, une bombe réussit à toucher le Kisagari. Repartant sur leur banc de sable, 2 des 4 avions se cracha sur la piste en se posant. Mais malgré cela, les Américains venaient de remporter la première bataille de Wake, au prix de seulement 3 blessés. Le lendemain, 22 bombardiers japonais se présentèrent devant l'île. Le capitaine Hebrot, seul pilote américain dans les airs, réussit l'exploit d'abattre 2 Betty. De ce raid,
En résulta la perte d'un canon de 127 mm. Pendant que les avions japonais attaquaient l'île une fois tous les 2 jours, pour maintenir la pression, les mécaniciens firent des prodiges en remettant à service un 3e appareil. Au soir du 23 décembre, les hommes de Wake, tirés par les bombardements successifs, observaient une curieuse lueur en direction du nord-ouest. Certains espéraient voir des renforts et des navires évacuant les 1200 civils de l'île. Mais en réalité, elle provenait de 2 porte-avions détachés du convoi revenant de Pearl Harbor, le Soryu et l'Iryu, qui avaient rejoint la nouvelle force du contre-amiral Kajika. À l'aube, les bombardiers japonais, escortés par des Zéros, approchèrent. Les derniers avions de Putman furent abattus. Les bombes détruirent 4 des 6 canons, toujours en service, mais laissèrent intacts les réseaux de tranchées et les lignes mitrailleuses. Wake était cernée par les forces japonaises et ne pouvait compter que sur elle-même, et ce, malgré le symbole qu'était devenu l'atoll dans le Pacifique, en proie au raz-de-marée nippon. Le raid aérien n'était pourtant qu'un préparatif, comme on l'appliquait dans les tactiques occidentales. Dans la nuit du 23 décembre, les 1500 hommes de la force de débarquement avaient pris place dans leurs barges, pour se diriger vers la côte sud de l'île. 2 anciens destroyers devaient se rapprocher le plus possible de l'île pour y déverser des hommes en canot pneumatique. Le premier bâtiment heurta un récif et ne réussit à déployer qu'un seul canot de 8 soldats. Le second bâtiment s'écrasa à gauche du premier et personne ne put en descendre. À minuit 40, les 8 soldats du canot pneumatique réussirent à atteindre Peacock Point, sans se faire repérer. Pendant ce temps, au sud-ouest de l'île, un destroyer débarqua 2 barges avec 80 hommes. Leur objectif, l'île de Wilkes, à l'extrémité du bras sud de l'atoll. Mais le courant les fit débarquer sur l'île principale. En ces premières heures du 23 décembre, la position Taki, à l'extrémité de la branche nord de l'atoll, appela le QG pour signaler des ennemis en approche. De cette nouvelle, le commandant pensa à une feinte. Il attendait les Japonais le long du bras sud de l'île principale, là où il avait placé près de 200 Marines. Et pourtant, à 1h15, sur Wilkes, à l'extrémité de la branche sud, le canonnier McKinstry entend un bruit de moteur et en informe immédiatement son capitaine. L'ordre de tirer vient d'un coup de canon. Les projecteurs de DCA s'allument et entraînent les tirs de mitrailleuse. Le dernier canon de 127 mm, au sud, prit pour cible la barge numéro 32 qui se déporta sur la droite et s'échoua. Avant que les soldats aient pu débarquer, le patrouilleur est criblé d'obus et finit par exploser. Les forces japonaises du patrouilleur 33 arrivent pourtant à mettre pied sur l'île. Un combat violent et confus s'engage et finalement, les Japonais finissent par se diriger vers l'aérodrome. Pendant ce temps, des petits groupes de fantassins en canot pneumatique arrivent dans le lagon. Les Japonais débarquent sur Wilkes et engagent un terrible combat, coûtant la vie à une dizaine de Marines et 12 civils volontaires. Le temps passa, et le débarquement sur l'île principale permit de créer une tête de pont. Les 80 Japonais se glissèrent sans se faire voir vers le PC de Devereaux. Mais là, une centaine de Marines, sous les ordres du Major, tentent d'arrêter l'hémorragie en créant une ligne de défense sur 1 km avec les 2 points d'appui des rivages et les bâtiments en ruine de l'aérodrome. De son côté, le commandant Putman établit avec 22 hommes une ligne entre le canon de 76 au bout du V du rivage. 22 civils le suivent pour emporter les munitions. Au même moment, le commandant envoya ses troupes de réserve, composées de 20 Marines et de 14 civils. Ils partirent en camion jusqu'au bout de la piste et installèrent 2 mitrailleuses, face au sud-est. À 2h30, Devereux a perdu tout contact avec les défenses de l'île. Son adjoint, le commandant Potter, forma une ligne de défense à 100 mètres du PC, au sud, avec une trentaine d'hommes. À 4h du matin, la pluie tombait sur l'atoll de Wake. Les combats se déroulaient dans une extrême confusion. Personne ne savait où en était la situation. Au bout de la piste, les obus de mortier arrosaient la position de Poindexter, tuant des civils et blessant 6 Marines. Il donna alors l'ordre de se replier par groupe vers l'ouest. Au même moment, le contact fut rétabli avec Devereux. Le commandant leur ordonna de venir rejoindre le PC en camion.
À ce moment, un civil entra dans le PC, hystérique, après avoir vu les Japonais passer à la baïonnette les servant de mitrailleuses au bout de la piste. Puis, une rafale fut tirée vers le PC et le silence régna. La situation paraissait de plus en plus désespérée pour les Américains. Cunningham envoya un message à Pearl Harbor à 5 heures pour dire que l'ennemi avait débarqué et que l'issue était incertaine. Le soleil commençait à se lever sur l'atoll. Le commandant Putman commença sa journée en tuant 2 Japonais avec son Colt. Des tirs éclatèrent sur la droite, et ce fut bientôt une mêlée au corps à corps. Malgré les pertes, les Japonais sortaient toujours plus nombreux des fourrés. Putman donna alors l'ordre de se replier au canon d'Anna, mais le commandant fut blessé dans son repli. Sur l'île de Wilkes, la bataille était concentrée autour du canon de McKinstry. Il essayait de reprendre sa position. À 300 mètres du but, les 30 hommes qui progressaient furent stoppés par 3 Japonais cachés derrière un rocher. Le caporal Halstead les élimina et la progression put reprendre. McAllister et McKinstry attaquèrent en tenaille. McAllister par le rivage et McKinstry déploya ses 20 hommes en tirailleurs à travers les broussailles. Les hommes avançaient, encouragés par McKinstry. Une grenade élimina un groupe de Japonais dans un trou de munitions. Le caporal Lee arriva le premier au canon. Un cadavre japonais se releva et les 2 hommes se chargèrent pour se tuer mutuellement. Après une énième grenade, le silence s'installa. McKinstry vit alors le capitaine Platt se dresser lentement. Il avait attaqué par l'autre côté. Les 3 unités américaines se trouvaient sur la position du canon. Tous les Japonais étaient morts, sauf 5 qui fuyaient dans les fourrés. C'est alors que les bombardiers en piqué, venus des porte-avions au nord-ouest, s'abattirent sur Wilkes. Il était 7h40. Le bombardement désorganisa les Américains et les cratères permirent aux Japonais de progresser. À 8 heures, sur l'île principale, Poindexter tenait toujours la position au bout de la piste d'aviation. Ses 34 fantassins et 10 mitrailleuses restaient si bien en arc de cercle face à la mer que les Japonais se contentaient de les harceler. Il décida de contre-attaquer vers le point de l'île et envoya un message pour rassembler les hommes. Finalement, Poindexter disposa de 55 hommes armés et forma 3 groupes pour partir à l'assaut. Depuis 7h30, Devereux et le gouverneur de l'île Cunningham avaient conclu à une situation désespérée, et que continuer n'aurait abouti qu'à des pertes inutiles. À contre-cœur, Devereux donna l'ordre de cesser le combat. Devant l'abri, l'artilleur Hannas cria de cesser le feu pour se rendre. L'ordre fut passé à toutes les unités que l'on put atteindre. Les hommes démontèrent les culasses de leurs fusils et les jetèrent. Les câbles de transmission furent coupés et les appareils de pointage détruits. Puis, les hommes allèrent chercher des vivres et s'installèrent pour manger en attendant les Japonais. À proximité du PC, un fantassin japonais s'approcha avec précaution pour ensuite conduire Devereux à un officier. Pendant que les termes de la reddition étaient discutés, Devereux fit le tour de l'île pour s'assurer que tout le monde avait bien été prévenu. Après être passé par la position Putman, Devereux et ses gardes japonais se dirigèrent vers le centre de l'île. À 11h, Poindexter avait regagné tout le terrain perdu la nuit précédente. Les Japonais reculaient lentement. Le lieutenant pensait atteindre le point de l'île avant la tombée de la nuit. Il vit un groupe de soldats avancer avec un drapeau blanc. Il pensa que c'étaient les Japonais qui se rendaient. Devereux et ses gardes virent surgir une terrifiante apparition. La figure noire de Poindexter, Colt à la main, grimaçant un sourire de triomphe. Devereux lui ordonna de jeter son arme. Poindexter s'approcha du commandant d'un air atterré. Devereux lui ordonna de se rendre avec ses hommes. Dès que les hommes de Poindexter furent rassemblés, les Japonais, qu'ils avaient combattus toute la matinée, se dressèrent en criant Banzai et chargèrent, mais l'officier japonais qui accompagnait Devereux arrêta la charge. Plus loin, un avion fit un passage à basse altitude. Une mitrailleuse ouvrit le feu. Cela risquait de déclencher un massacre. Devereux courut vers le tireur pour lui donner l'ordre d'arrêter. Devereux fut conduit au PC japonais. Il se sentait épuisé. Devant lui passaient ses Marines, marchant fièrement au pas cadencé. Dans l'après-midi du 23 décembre, l'amiral Kajiaka vient officiellement prendre position de Wake,
rebaptisant l'atoll l'île aux oiseaux. Pour ce banc de sable égaré au milieu du Pacifique, le major Devereux avait perdu 169 hommes, 120 morts et 49 blessés. L'amiral Kajioka, de son côté, avait pris cet atoll au prix de 820 tués et 333 blessés. Cet écart est rare dans l'histoire militaire. Cela est dû à l'opération amphibie et au manque de soins médicaux. Malgré de rudes combats, la bataille de Wake n'a pas eu de graves conséquences pour le plan japonais. Cela est dû à l'isolement de l'île. Wake est secondaire par rapport au Marshall ou au Gilbert, car l'objectif était de sécuriser l'Est pour avoir la voie libre pour la conquête du Pacifique Sud. Mais l'histoire n'a pourtant pas oublié ces hommes qui, corps et âme, se sont battus pour ce banc de sable du Pacifique.